Audition publique avec Sébastien Chenu, député du Nord et porte-parole du Rassemblement national. Bonsoir. Bonsoir. Première question, mais où est Marine Le Pen ? Marine Le Pen est retenue par un certain nombre d'obligations, ce qui fait que je suis sa triste et modeste doublure. J'espère vous consoler avec mes réponses de l'absence de Marine Le Pen. Vous savez qu'elle répond aux invitations des médias avec toujours la même constance. On précise qu'elle a annulé sa venue ce matin même. Elle se décommande, ça n'est pas dans ses habitudes. Ça n'est pas dans ses habitudes. Elle avait une très bonne raison que je ne dévoilerai pas évidemment ici. Mais pas une raison politique. Non, mais j'espère m'acquitter au mieux de ma tâche en ayant accepté de répondre du coup à votre invitation et en essayant de la supplier. Qu'elle est la bienvenue à Audition publique. Voilà. On a besoin de l'entendre. On a besoin d'entendre, donc c'est une contrariété. Vous êtes là, on va vous écouter, vous interroger bien évidemment pendant une heure. C'est une contrariété pour nos téléspectateurs et puis pour toutes nos équipes. Ils nous en excusent. Les chaînes parlementaires, bien sûr, Le Figaro et l'AFP. Vous l'avez déjà noté, donc Yves Tréhard qui est ici présent, qui représente Le Figaro. À ses côtés, Anne Renaud pour l'AFP. Avant tout à l'heure, Oriane Mancini et Brigitte Boucher de Public Sénat et de LCP. Et entre les deux parlementaires, comme chaque semaine. Il y aura tout à l'heure le député de La République En Marche, Bruno Questel, et le sénateur LR, Monsieur Jean Bizet. Voilà, donc la mobilisation des Gilets jaunes a baissé de moitié, on l'a vu samedi, Sébastien Chenu. Est-ce que vous y voyez l'effet du mea culpa et puis des mesures sociales du chef de l'État ? Je crois pas. Je crois qu'il y a des raisons circonstancielles. Je crois que les dernières violences à Paris ont pu effrayer un certain nombre de gilets jaunes sincères qui, eux, venaient manifester, qui n'avaient pas envie de se retrouver pris par la racaille. Je crois que l'approche des fêtes de Noël amène les gens à avoir également des préoccupations personnelles qui les rattrapent. Et je crois que les problèmes ne sont pas traités au fond. Donc, on risque de voir ressurgir, peut-être sous d'autres formes d'ailleurs, les gilets jaunes ou d'autres d'ailleurs. On peut. Vous n'êtes pas un acte 6 là samedi prochain. Non, mais nous n'avons jamais appelé. Nous soutenons les revendications des gilets jaunes. Ouais. Mais nous nous sommes toujours gardés de donner des instructions d'aller manifester ou de ne pas aller manifester. Non, le compte n'y est pas. Et je crois qu'aujourd'hui, les Français qui ont écouté le président Macron, les 23 millions de Français ont été victimes d'une véritable fake news en direct. Oh non, c'est un mot fort ça. 10 milliards d'euros pour le budget de l'État, vous considérez que c'est une fake news ? Non, je considère que l'idée de dire aux Français qu'ils vont mieux gagner leur vie par le travail, c'est ce que Édouard Philippe d'ailleurs disait ce matin dans les colonnes de la presse, est une fake news, car évidemment la prime d'activité qui est liée à un certain nombre de critères, de contraintes, eh bien ce n'est pas c'est une prestation sociale, ce n'est pas la valorisation du travail. Donc déjà je pense alors on y viendra, mais déjà je pense que sur les fameux 100 euros liés entre la prime d'activité et puis la hausse mécanique du SMIC, eh bien déjà je pense que le gouvernement a commencé à mentir aux Français. Et puisque nous parlons des mesures du gouvernement, sur les heures supplémentaires, permettez-moi de dire, et moi je voterai cette mesure parce que nous l'avons proposée. Attendez, nous l'avons proposée, mais les députés En Marche ont voté contre. Donc avec un plaisir non fin, je voterai cette mesure et je verrai mes collègues de La République En Marche la voter enfin. Donc évidemment, dans ce brouhaha, dans ce brouillard, etc., gouvernemental, les choses qui vont dans le sens de l'intérêt des Français, nous les voterons, mais je pense que la déception sera au rendez-vous. Vous allez voter toutes les mesures Nous voterons les mesures qui améliorent la vie des Français. Il n'y a pas de raison de ne pas les voter. C'est-à-dire la CSG pour les retraites de moins de 2 000 euros, il n'y a pas de raison de ne pas la voter. Mais nous aurions préféré la réindexation des retraites sur le coût de la vie. Les heures supplémentaires, nous l'avons proposé. Donc nous sommes cohérents. Nous allons la voter. Ce sont les députés En Marche qui souffrent d'une incohérence chronique. Et puis le SMIC, nous allons évidemment le voter. Mais nous nous avons fait une autre proposition qui, je crois, était plus importante, était plus ambitieuse, c'était celle d'augmenter les petits salaires et les petites retraites de 200 euros en finançant cela par une taxe à 3% sur les importations. Donc on était beaucoup plus ambitieux. Et la restauration de l'impôt sur la fortune, non ? Vous savez que l'impôt sur la fortune, nous n'avons pas voté la fin de l'impôt sur la fortune, car nous sommes favorables à l'impôt sur la fortune à partir du moment où on en sort la résidence principale. Alors je note quand même que vous allez voter toutes ces mesures sociales en disant en même temps que ce sont des fake news. Non, mais c'est-à-dire qu'en réalité, tout le monde a bien compris que le président de la République avait pris ici et là
des mesures liées à l'actualité pour empêcher de se retrouver coincé au moment de la fin de l'année dans une situation qu'il n'arrivait plus à maîtriser pour calmer les gilets jaunes. Mais il ne résout rien sur le fond. Mais là, vous devriez être content quand même, c'est qu'il laisse filer les déficits. Vous avez toujours dit que la règle du pacte de stabilité, 3% de déficit par rapport au PIB, était une règle absurde. Non, monsieur, il ne s'agit pas d'être content. Il s'agit de démontrer que la politique que suit Emmanuel Macron est un non-sens. Et en fait, il le démontre lui-même. Vous savez, il y a 3 crises dans cette crise. Il y a une crise du pouvoir d'achat, j'allais dire, la répartition sociale des richesses. Il y a une crise sur l'aménagement du territoire. Là, il n'y a aucune réponse. C'est-à-dire la répartition spatiale des richesses. Et puis, il y a une crise de représentativité. Et là aussi, on aurait beaucoup à dire. Alors, et en justement, votant ces mesures, est-ce que... le dire, parce que la question du débat, maintenant, est posée. Oui, c'est ça. En votant ces mesures, est-ce que vous ne prenez pas le chemin du dialogue que demande Emmanuel Macron ? Mais nous avons toujours été dans une position de dialogue. Je vous ai donné un exemple de mesure que nous avons proposée. Et quand nous proposions les heures supplémentaires, le fameux travailler plus pour gagner plus, quand nous l'avons proposé au Parlement, ce sont les députés En Marche qui ont refusé de le voter. Ils reviennent penauds nous proposer la mesure que nous avons proposée. Alors c'est assez savoureux, mais au-delà de ça, c'est inquiétant. Ça montre que ce gouvernement, ce sont des amateurs et qu'ils n'ont aucune vision à long terme. Est-ce que vous êtes inquiet de voir que le sujet de l'immigration qui devait figurer justement dans ce débat national qui va s'ouvrir ces jours-ci a été un peu marginalisé à la demande de certains qui ont dit mais c'est pas le sujet, les Gilets jaunes n'ont jamais parlé d'immigration. Écoutez, le débat national, s'il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder dans ce débat national, alors c'est plus un débat. Le président de la République dit devant 23 millions de Français, nous parlerons de l'immigration. Quelques jours après, le Premier ministre dit finalement nous n'en parlerons pas. Que veulent faire ces gens ? Que veulent faire ces gens avec les Français ? Vous savez, on a dû supporter... Il y a un problème identitaire dans ce mouvement des Gilets jaunes, d'après vous ? Un problème identitaire ? Oui, c'est-à-dire que l'identité française, l'identité... Ah, mais je crois que les Gilets jaunes ont tout à fait perçu qu'il y avait dans notre pays des inégalités qui étaient dues au fait que nous poursuivions depuis longtemps, que celles et ceux qui sont au pouvoir depuis 30 ans poursuivent une politique immigrationniste qui crée des déséquilibres dans notre pays. Je crois qu'ils l'ont bien identifié. Vous savez, les gens sont pleins de bon sens. Donc il faut le mettre sur la table. Mais bien sûr qu'il faut le mettre sur la table. Oui, il y a quelque chose qui m'a beaucoup... Permettez-moi juste cela, qui m'a beaucoup interrogé cette semaine. Le plafonnement des indemnités prud'homales a été retoqué au motif qu'il n'était pas conforme au droit international. Et on nous a dit, pendant des semaines et des semaines, qu'on avait face à nous des as de l'économie, qu'on avait des gens incroyables, on nous a vendu un nouveau monde, etc., au mépris d'ailleurs des discours de l'opposition. Vous parliez de dialogue, madame, nous l'avions dit à l'époque, sur le plafonnement des indemnités prud'homales, que ça ne pouvait pas passer, que ça ne pouvait pas fonctionner et que c'était injuste. Eh bien aujourd'hui, ils viennent de se faire retoquer. Et ça, c'était une demande très forte, vous le savez, des patrons, et notamment des patrons des petites entreprises. D'accord, mais ça ne pouvait pas fonctionner et ça ne fonctionne pas. Donc le problème, c'est que cette mesure forte de la réforme sur le droit du travail soit effectivement contestée en justice. Oui, parce qu'elle était injuste. Mais moi, ce qui derrière me préoccupe, c'est que ce gouvernement ne sait pas où il emmène la France. Ce sont des bricoleurs, ce sont des amateurs. Alors justement, et il y a eu tromperie sur la marchandise. Alors, question de Yves et puis Anne, qu'on va entendre. Alors, si l'heure est au dialogue, est-ce qu'il faut évacuer les ronds-points ? Mais ce sont les Gilets jaunes qui prendront la décision de leur mouvement, de ce qu'ils veulent faire, de leur mouvement. Mais le gouvernement voudrait... Non, parce qu'il y a déjà des interventions et des évacuations. Non, vous savez, au début du conflit... Vous êtes un peu comme la France Insoumise. Non, on les soutient depuis le début, on soutient leurs revendications. Et j'allais dire, on les soutenait même avant que les Gilets jaunes n'existent, puisque, évidemment, dans leurs revendications... Est-ce qu'il faut évacuer les ronds-points qui se transforment en ZAD? Il y a un certain moment, on disait aux partis politiques, ne vous en mêlez pas. Maintenant, on dit aux partis politiques, mêlez-vous de tout cela et dites ce qu'il faut faire. Les Gilets jaunes prendront leurs responsabilités. Ils les ont prises samedi. Vous avez remarqué que les Gilets jaunes ont pris leurs responsabilités. C'est le ministre de l'Intérieur qui prend ses responsabilités et qui dit on va évacuer. Est-ce que vous considérez qu'il est dans sa mission, justement, dans son boulot ? Je considère depuis le début que Christophe Castaner est un incapable, qu'il a été incapable de gérer les manifestations et en particulier les casseurs, la racaille, etc. Y compris en laissant ouvert d'ailleurs toutes les stations de métro de l'Est parisien et du Nord parisien, laissant une certaine faune arriver sur les Champs-Élysées alors qu'il fermait les stations de métro. Oui, mais enfin, les stations de métro des Champs-Élysées, tout ça a été bouclé. Alors, on a vu que certaines stations aux portes ne l'étaient pas. Va s'engager, vous allez y participer en qualité d'élu, il y a des maires du Rassemblement national qui vont y participer. Il y a une mesure là qui vient sur la table, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Pour ou contre ? Alors, j'y suis favorable d'abord parce que, vous savez, nous avons une cohérence. Nous avons défendu, Marine Le Pen défend ce référendum depuis 2012. Donc on ne va pas aujourd'hui dire le contraire. Mais
Moi, je veux dire deux choses. D'abord, ce référendum, il doit être assorti de la proportionnelle. Pour une raison, j'allais dire... Proportionnelle à quel niveau? La proportionnelle, à partir de 5%, doit pouvoir être représentée à l'Assemblée nationale. Et avec une prime majoritaire, si on veut permettre un équilibre et une stabilité pour la majorité qui en sort. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait d'un côté, dans l'arsenal de notre pays, la proportionnelle et le référendum. Parce qu'ils sont complémentaires. Mais je vous l'ai dit, intégral, avec un seuil de 5%, quand on fait plus de 5%, on doit pouvoir être représenté à l'Assemblée nationale. Bien sûr. Pourquoi? Parce que la proportionnelle, écoutez, quand vous représentez 21% des Français, si je prends le score de Marine Le Pen au premier tour, et que vous avez 1% des députés, personne ne viendra vous dire aujourd'hui que cette situation est juste ou conforme à la réalité, bien entendu. Cette crise de la représentativité est importante. Et le référendum, moi j'y suis favorable, nous l'avons toujours été. Il y a des pays qui le pratiquent déjà depuis longtemps. Je pense d'ailleurs à la Suisse, qui a fait d'ailleurs un référendum sur l'immigration, ce qui lui a permis de faire entrer dans sa législation la préférence nationale, voyez-vous, en Suisse. Donc moi je suis favorable. Vous seriez favorable à un référendum sur la préférence nationale? Mais à partir du moment où on respecte le résultat du référendum, j'ai le souvenir qu'en 2005, référendum en France, le résultat n'a pas été respecté. Et puis, à partir du moment où il n'y a pas de sujet tabou. D'accord. Et si votre... Est-ce que justement vous êtes prêt, si ces revendications des Gilets jaunes sont très proches des vôtres, est-ce que vous êtes prêt à en accueillir sur votre liste aux européennes? Là aussi, on ne va pas s'interdire quoi que ce soit, mais moi, je ne veux pas que ce soit une espèce de... Est-ce que vous êtes en contact avec quelques-uns? Oui, bien sûr, j'ai rencontré un certain nombre de Gilets jaunes, d'abord dans mon département, mais j'ai rencontré... Mais qui seraient susceptibles de venir sur votre liste? La semaine dernière, j'ai rencontré, je ne lui ai pas proposé de venir, elle ne m'a pas proposé quoi que ce soit, mais j'ai rencontré Madame Jacqueline... voilà, j'ai rencontré Monsieur Cauchy sur des plateaux de télévision, on discute, d'autres Gilets jaunes aussi, il n'y a aucun problème à cela, mais je ne veux pas qu'on accueille des gens pour des raisons, j'allais dire, de gadgets. Moi, si nous accueillons des gens qui sont Gilets jaunes, ce sont des gens qui ont des convictions, qui partagent ce que nous disons. Vous n'avez pas peur qu'ils vous fassent un peu d'ombre quand même? Parce qu'il y a des sondages qui montrent que s'ils font leur liste, est-ce que vous redoutez une liste? Je ne redoute... Le Rassemblement national est beaucoup moins fort. Je vais vous dire deux choses, Yves Tréhard. Moi, je ne redoute jamais ce que fait le peuple. La concurrence. Et deux, celles et ceux qui essayeraient de manipuler les gilets jaunes en montant des listes qui seraient des fausses listes de gilets jaunes soutenues en sous-main par des pouvoirs qui se diraient, etc. Complotisme. Non, mais écoutez, on peut très bien, on n'est pas des enfants de cœur, on peut très bien poser ça sur la table. Eh bien, je pense que ça leur reviendra en boomerang. Attendez, il faut s'arrêter sur votre accusation là. Mais qui ai-je accusé? Sous-jacente. Justement, c'était ma question. Le gouvernement, vous soupçonnez éventuellement. Ah bah oui, je ne suis pas un enfant de cœur. Alors dites-moi, quel est votre soupçon? Je ne suis pas un enfant de cœur. Je pense qu'il y a des gens qui se diraient que par des petites manipulations, vous savez, ça ressemble à ceux qui manipulent les modes de scrutin avant les élections, qui se disent, oulala, en faisant monter une liste gilets jaunes, on va peut-être affaiblir le Rassemblement national, la France Insoumise, etc. Des gens qui auraient intérêt. Qui auraient intérêt à cela? Monsieur Macron, la majorité présidentielle. Macron aurait-il peut-être intérêt? Donc je ne sais pas, mais je dis, je mets en garde à l'effet boomerang. Je mets en garde à l'effet boomerang, comme cet effet existe lorsque ceux qui tripatouillent les scrutins des élections passent au tourniquet électoral, ça leur revient en boomerang. Vous savez, je ne crois pas que nous ayons face à nous des enfants de cœur. Nous n'en sommes pas non plus et nous considérons qu'il vaut mieux dire les choses. Attendez, donc, vous nous dites qu'il y aurait la main invisible de l'Élysée en action pour monter une liste des Gilets jaunes pour vous affaiblir et pour effectivement favoriser la liste de la République en marche. Des calculs électoraux d'un certain nombre de personnes. Vous vous préparez à ce genre de scénario. Et que nous ne le redoutons pas du tout. Mais on va vous dire effectivement... Alors là, complotisme. Vous savez, Est-ce que vous avez été écœuré par le complotisme qu'on a vu surgir après le terrible attentat islamiste de Strasbourg? J'ai trouvé ça indécent et lamentable, voyez-vous. Mais le complotisme, vous savez, il suffit de se brancher devant votre ordinateur pour découvrir des tas de complots. Par exemple, j'ai beaucoup lu que la presse avait soutenu Emmanuel Macron et avait fait l'élection d'Emmanuel Macron. Complotisme. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé que les médias ont soutenu Emmanuel Macron et que grâce aux médias, il a pu devenir président de la République. Est-ce du complotisme ou est-ce qu'il y a une part de réalité dans tout cela? Vous avez vu les sondages, notamment dans le journal du dimanche hier, qui vous sont assez favorables en prévision des élections européennes, sur l'intention de vote. Vous êtes à 26-27%. Le président de la République se tient, somme toute, assez bien en dépit de son impopularité profonde, mais en intention de vote, il est en deuxième position. Pas le président de la République, une liste en marche.
Oui, mais parce que je crois Ça vous inspire quoi, Parce que je crois que c'est la redéfinition de notre système politique avec deux offres très différentes. D'un côté, une offre qui assume son côté mondialiste, européiste et ultralibéral. Et puis de l'autre côté, celles et ceux qui parlent de la nation, qui pensent que l'État a encore une place, que la France a encore son mot à dire dans le concert des nations. Ça veut dire que les autres sont éliminés? Je crois que les autres... Le problème, c'est qu'ils ne pensent plus rien. Que pensent les Républicains? Que pensent les socialistes? La France Insoumise ne pense Oui, mais la France Insoumise, ils sont un petit peu à la marge. L'extrême gauche reste un phénomène qui ne peut pas, je crois aujourd'hui, réunir autour d'elle, de par ses positions, notamment sur l'immigration, ne peut pas réunir autour d'elle des courants de pensée si différents que cela. Donc je crois qu'il y a deux grandes familles politiques qui sont en train de se structurer, même peut-être de se restructurer autour de deux grands pôles, et ce face-à-face qu'Emmanuel Macron avait lui-même appelé de ses voeux et qu'il avait lui-même installé, eh bien oui, il est en train de prendre corps. Bon, et les réformes, vous pensez qu'elles sont en marche? Est-ce que Emmanuel Macron a surmonté la crise et va mettre en place ces réformes ou... Vous savez, je crois qu'Emmanuel Macron aura beaucoup de mal, il faut le dire, à passer l'ensemble de ces réformes demain telles qu'il les avait imaginées. S'il pense attaquer une réforme constitutionnelle avec 15% de proportionnel dans cette réforme, il se met le doigt dans l'œil. S'il pense que les Gilets jaunes ne vont pas comprendre ce qu'il est en train de faire, il se met le doigt dans l'œil. Donc je pense que voilà, Emmanuel Macron n'a pas voulu reculer sur ce qui fait sa matrice politique. Et Édouard Philippe nous a dit ce matin, il n'y a pas de tournant social. C'est bien ce qu'on lui reproche d'ailleurs. Il n'y a pas de tournant social. Gardé, mais là, il y a un changement de méthode. Oui, mais ça c'est pour habiller. On a bien compris que derrière, Emmanuel Macron était toujours l'enfant de l'ultralibéralisme. Mais vous avez noté, quand même, peut-être avec bonheur, je ne sais pas, il a confessé effectivement avoir commis des erreurs, lui, enfin l'exécutif, dans la gestion de cette crise. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'Emmanuel Macron, si vous voulez, il est en décalage absolu avec ce qui se passe partout en Europe. Il est très isolé, son discours ne porte pas, les Français le détestent. Oui, les Français le détestent aujourd'hui, mais parce qu'il y a un malentendu. Emmanuel Macron croit qu'il a été élu pour mettre en place son programme. Il a été élu parce qu'à un moment... Oui, non, mais il a été élu parce qu'à un moment, on a fait... le on étant des partis politiques à la ramasse, barrage à Marine Le Pen. Donc il n'a pas capté que son programme représente 23% des Français. Est-ce qu'il aurait dû changer de gouvernement et faire, comme certains le disent, Jean-Christophe Cambadélis et d'autres, faire un gouvernement de concorde nationale? Non, mais moi je ne crois pas du tout à ces bidouillages. Je vais vous dire. Moi je pense qu'Emmanuel Macron aurait dû comprendre que la politique qu'il mène, les Français n'en veulent pas parce qu'elle ne produit pas de résultats et qu'elle est injuste. Et vous savez, une politique qui est injuste, qui tape les plus faibles et qui ne produit pas de résultats, vous ne pouvez pas rassembler le peuple de France autour de vous avec ça. Vous ne pouvez qu'opposer les gens les uns aux autres. Vous savez, on nous avait dit, avec Marine Le Pen, ce sera le chaos. Combien de fois ai-je entendu ça sur les plateaux télévisés pendant la campagne présidentielle? Ah oui, mais avec Marine Le Pen, ce sera le chaos. On en est où là aujourd'hui? Il a mis la France dans quel état, Emmanuel Macron? Il y a une sorte de nouvel esprit de dégagisme en fait avec ces gilets jaunes. Est-ce que vous ne pensez pas en faire partie des gens qui doivent être dégagés puisque donc il y a les privilèges des élus sont dénoncés? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, parce que moi je crois qu'effectivement les gens veulent dégager ceux qui depuis 30 ans sont en responsabilité et mènent les mêmes politiques alternativement, qu'ils soient de droite ou de gauche. Emmanuel Macron voulait faire une politique avec la droite, avec la gauche. Il fait la pire des politiques avec le pire de la droite, le pire de la gauche. Donc le quinquennat ne va pas reprendre son cours normal, à vous écouter? Je crois que ce quinquennat... Il peut finir son mandat, Emmanuel Macron. Il peut finir son mandat, les institutions lui permettent. Moi j'aurais souhaité qu'il aille plutôt à des élections législatives anticipées. Merci, c'est la fin de cette première partie. Merci à tous les deux. Nous allons donc maintenant accueillir les deux parlementaires que je vous annonçais tout à l'heure. Les voici donc le député La République En Marche de l'Eure, Bruno Questel, bonsoir. Et puis le sénateur Jean Bizet, sénateur de la Manche et président de la Commission des Affaires européennes, car c'est votre grand engagement, n'est-ce pas? L'Europe, il en sera question lors de ces échanges que vous allez maintenant avoir. Je pose quand même une question d'un internaute du Figaro qui vous demande, Monsieur Chenu, combien y aura-t-il d'ouvriers, de paysans et de retraités modestes en position éligible sur votre liste aux européennes? Là, on ne parle pas des gilets jaunes, mais voilà, bien des sûr. ouvriers. Il y a toujours eu, nous sommes le parti politique qui présente le plus d'ouvriers, d'employés, de paysans, de retraités, d'étudiants et qui les fait élire. Vous pouvez regarder par exemple dans les régions, nous sommes le parti politique qui a fait élire. Aujourd'hui, on n'a pas fait la liste, alors je peux vous dire combien il y en a, mais il y aura effectivement des gens qui gagnent leur vie, qui sont de la société civile, qui seront sur nos listes. Il y en a toujours eu. Alors, Jean Questel, d'abord un mot sur Monsieur Bruno Questel, un mot déjà sur ce qui vous est arrivé ce week-end, puisque vous avez vu des gilets jaunes arriver et il y a eu, devant votre habitation, des coups de feu. Oui, 6 coups de fusil à pompe.
Et quelques minutes après, une quarantaine de personnes sont arrivées avec l'intention non dissimulée de rentrer dans mon domicile. Voilà, les gendarmes sont arrivés ensuite et les choses se sont déroulées dans un climat de tension non dissimulé pendant un peu plus d'une demi-heure. Pour rentrer dans l'ordre ensuite, après jet de quelques fumigènes, y compris sur moi-même, etc., etc. Qu'est-ce que vous attendez des responsables politiques qui aujourd'hui soutiennent toujours les Gilets jaunes et leur demandent de poursuivre leur action? Ah, mais je me garderais bien de poser mon collègue Chenu responsable du comportement d'une plusieurs dizaines de personnes qui étaient depuis 3 heures à un rond-point, manifestement accompagnées par les conséquences de la consommation de diverses substances et dans une logique qui était celle voilà, de rentrer à la maison, au domicile familial et autres. Maintenant, il faut que tout ça se calme, mais il faut que les pouvoirs publics aussi mettent en place ce débat et que les choses soient organisées de manière à ce que chacun y trouve sa place. Première question à notre invité sur peut-être la conception qu'il a de la citoyenneté, car c'est un sujet qui vous est cher. Oui, non, j'aurais voulu savoir effectivement, Monsieur Chenu, quelle est votre conception de la citoyenneté? Vous parlez souvent de mondialisme, d'influence étrangère sur notre pays. Qu'est-ce qu'être français et quels sont, selon vous, ce qu'on devrait avoir comme notion de devoir et de droit qui s'attacherait à la citoyenneté française? Vous savez, je crois que la conception de la citoyenneté qui est la mienne, c'est celle de défendre des idées et non pas des intérêts. Et c'est, je crois, souvent ce qui nous a séparés, la majorité En Marche et un certain nombre de députés d'opposition. Nous avons compris rapidement que cette majorité, si vous me le permettrez, j'en donnerai un exemple, défendait des intérêts qui n'étaient pas l'intérêt général. Or, moi, lorsque je me suis engagé en politique, et je l'ai fait il y a déjà bien longtemps, peut-être comme vous d'ailleurs, et nous nous sommes croisés dans des vies précédentes d'ailleurs, eh bien, je l'ai fait pour défendre des idées. Et cette majorité, je la vois défendre des intérêts. Et c'est, je crois, vraiment ce qui fait la différence. Monsieur Bizet, vous-même, vous avez eu une expérience, plusieurs expériences même avec les Gilets jaunes, mais à des ronds-points. Vous avez peut-être ici un témoignage à apporter? Écoutez, effectivement, des expériences pas tout à fait agréables et qui m'ont fait penser, si vous voulez, que tant que nous n'aurons pas réglé ces zones de non-droit qu'il y a en France, que ce soit Notre-Dame-des-Landes ou bien quelques zones de banlieue, nous aurons, si je puis dire, des phénomènes de ce type. Et je ne comprends pas comment le Rassemblement national puisse soutenir ce type de démarche. Monsieur le Président, je ne mettrai pas sur la même ligne l'occupation par les Gilets jaunes des ronds-points, vous nous dites, vous ne comprenez pas que nous les soutenions, et les racailles de banlieue ou les gens qui portent atteinte à la vie et au bien de nos compatriotes. Voyez-vous, monsieur, je ne le ferai pas. Et je trouve très dangereux de le faire, surtout lorsque, comme vous, on a fait partie d'une majorité qui a été aux affaires et qui n'a pas résolu ces problèmes-là. Je me garderai bien de mettre sur la même ligne des Français qui se lèvent le matin pour aller travailler et qui viennent sur des ronds-points, et je condamne parfaitement les violences que mon collègue Kettel a dû subir et supporter. Mais je ne globalise pas. Vous savez, j'ai longtemps entendu une petite phrase lors des attentats qui était « pas d'amalgame ». Eh bien moi, je n'amalgame pas les Français qui se lèvent avec un gilet jaune et qui vont manifester, et puis des voyous qui se comportent mal, parce que je crois qu'ils sont d'abord minoritaires, et je crois aussi qu'il y a des problèmes, vous l'avez dit, dans les banlieues, il y a des problèmes dans des cités, il y a des problèmes de non-respect de la loi partout dans ce pays, mais qu'on ne peut pas aujourd'hui prendre les gilets jaunes comme exutoire et dire « regardez, les gilets jaunes sont des salauds, sont des voyous ». Ce n'est pas vrai, monsieur. Jean Bizet, vous voulez peut-être répondre. Ce ne sont pas les mots que vous avez entendus utiliser. Si je peux me permettre. Hein. Non, mais mettre sur le même plan des voyous et les gilets jaunes, ce n'est pas moi qui l'ai fait, monsieur. Non, mais c'est extrêmement facile. On sait, j'en connais, j'en fréquente des gens qui souffrent. Ceux qui souffrent, ils ne sont pas là. Mais pourquoi? Croyez-moi, ils ne sont pas là. Parce qu'ils n'ont pas les moyens d'être là. Ils sont dans leur travail, ils sont dans leur exploitation, ils sont dans leur petit commerce. Ils ne sont pas précisément là. Je suis assez désolé de voir, si je puis dire, qu'il y ait précisément des partis tels que le vôtre qui les soutenaient, parce que c'est pas comme ça, si je puis dire, qu'on fera avancer le débat. Eh bien, moi, monsieur, je vais vous dire, je mets un point d'honneur à soutenir les gens qui souffrent et qui, en travaillant, n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, parce que je pense qu'ils sont les premières victimes des politiques qui ont été menées depuis 30 ans et que vous avez soutenues, monsieur. Ces gens-là, ils sont dans cette situation-là parce que vous avez été au pouvoir et parce que vous avez voté et soutenu un certain nombre de choses qui les mettent dans cette situation-là. Parce que la France est désindustrialisée. Vous êtes un parti qui revendique l'ordre, et là, vous soutenez une forme de désordre quand on entrave la circulation.
n'amalgame pas des gilets jaunes qui occupent... Vous êtes un parti de l'ordre et là, il y a le désordre. Monsieur, je n'amalgame pas des hommes et des femmes qui occupent un giratoire. Je condamne celles et ceux qui peuvent être violents dans la journée, et des voyous de banlieue, comme monsieur nous en a parlé. Néanmoins, depuis 3 semaines, ces quelques dizaines de personnes qui ont voulu s'inviter chez moi vendredi soir occupent un rond-point. Hein, je suis né là où j'habite, je les connais. Je suis allé les voir sur le rond-point la semaine dernière, nous avons échangé pendant plus de 3 heures. Et ces femmes et ces hommes, je les connais, je suis élu depuis 1995, ils militent politiquement, et essentiellement pour votre parti politique. Je ne vous le reproche pas, entendons-nous bien. Je leur demande juste de l'assumer, et vous aussi. Parce que Non, mais oui, c'est la réalité du terrain et du concret. Ces femmes et ces hommes sont des sympathisants du Rassemblement national, pour l'essentiel. Et quelques-uns, France Insoumise. C'est une forme d'amalgame des deux extrêmes qui se rejoignent pour dénoncer la politique mondialiste que vous avez évoquée tout à l'heure et ces 30 ou 40 années, même remonter à 40 ans de politique publique dont on pourrait comprendre ou expliquer qu'elle justifie qu'aujourd'hui un certain nombre de femmes et d'hommes ne croient plus en la chose publique. Parce que je vous ai interrogé sur la citoyenneté, j'attendais que vous parliez justement de ces 50% de femmes et hommes qui ne croient plus devoir venir voter. Alors, aujourd'hui. Plusieurs choses. Vous ne pouvez pas diaboliser notre mouvement politique en prenant de tels exemples, parce que voyez-vous, moi je pourrais parler de députés, je pourrais parler de députés de La République En Marche qui se sont très mal comportés et qui sont pourtant les représentants du peuple, qui se sont très mal comportés dans l'actualité, qui nous l'a montré. Et par égard, et pour vous et pour votre groupe, je ne citerai ni leur nom ni leur comportement, mais l'actualité et la capacité à chacun d'aller le vérifier sur Internet nous rappellera qu'il y a un certain nombre de députés En Marche qui se sont non, mais je vais vous répondre, qui se sont mal comportés. Pourquoi je dis que vous défendez non pas des idées mais des intérêts. Et j'allais vous donner 2 exemples. La première, c'est, je crois, la façon dont les députés En Marche ont été, entre guillemets, castés sur CV. Eh bien, voyez-vous, pour moi, la politique, et ça rebondit sur ce que vous disiez tout à l'heure, y aura-t-il des ouvriers sur vos listes? On ne caste pas les gens sur CV. Ce n'est pas la Starac. Ça c'est pas exactement et je trouve que ce n'est pas. Pour savoir comment nous avons été investis. Et je trouve, écoutez, on a eu des dizaines d'exemples de députés, et j'ai le souvenir d'un député du Pas-de-Calais nous disant « Je n'ai même pas eu de commission d'investiture, j'ai envoyé mon CV, on m'a appelé au téléphone, je suis devenu député 1 mois après. » Donc vous voyez, cette façon, cette approche qui n'est en aucun cas une approche méritocrate, je ne dis pas que c'est votre cas particulier, mais ne correspond pas en tous les cas à ma façon. Et le deuxième reproche, dans la défense des intérêts et non pas des idées, j'ai vu La République En Marche au service de lobby. Je l'ai vu lors du débat sur l'agriculture et la protection animale, voyez-vous, lorsque nous avons demandé, et ce n'était pas un député Rassemblement National qui l'a demandé, c'était un député non inscrit de gauche, que par exemple la protection animale soit regardée avec plus d'attention, qu'on puisse créer peut-être quelques normes qui empêcheraient, pardonnez-moi pour l'aspect peu valorisant, mais enfin d'écraser des poussins, de transporter des poules dans de mauvaises conditions, eh bien je pensais que ça ferait l'unanimité. À l'Assemblée, non. Nous avons compris, et les députés En Marche ont empêché que ces mesures soient prises, parce que derrière, il y avait des lobbies de l'industrie agroalimentaire qui ont dit vous allez nous voler. Voilà. Donc voyez-vous, ce n'est pas ça l'intérêt général pour moi. J'attendais que M. Chenu me parle d'exemples qui concernent les Françaises et les Français. Il me parle d'exemples qui concernent les poules et les poussins. On a chacun nos degrés. De fabrique de La République En Marche que d'être méprisant des arguments des adversaires. Je ne suis pas dans le mépris, je vous renvoie juste. Je vais terminer ma phrase. Notre président de groupe, alors, attendez, laissez terminer, M. Kettel, après vous pourrez réagir au propos de Gilles Legendre ce matin. Alors. Je vous dis cela, M. Chenu, parce que je pense que ce n'est pas bien de ramener l'action de 18 mois d'une majorité, quelle qu'elle soit, à un exemple qui porte sur les poules et les poussins. Non, c'est la défense d'intérêts. Ça ne peut pas caractériser et symboliser à elle seule l'ensemble de la politique menée depuis 18 mois. On pourrait évidemment parler de tout ce que vous avez fait contre les Français qui souffrent, la baisse des APL, etc. Mais je vous ai volontairement donné un exemple qui est peu connu et qui montre que vous êtes à la solde d'intérêts de lobby. Oui, et Gilles Legendre, ce matin, votre président de groupe, qui dit qu'en fait vous avez péché par trop d'intelligence et trop de subtilité, voyez-vous, ce marqueur de mépris vis-à-vis de vos adversaires politiques est vraiment devenu l'emblème de La République En Marche, et vous venez encore de le démontrer. C'est-à-dire que lorsqu'on n'est pas d'accord avec vous ridiculisez, vous essayez de ridiculiser vos adversaires en leur dénigrant le fait d'avoir des arguments qui ne vous donnent pas satisfaction. Donc, allez, alors on va parler maintenant de l'Europe, l'euro également, et puis le Brexit. Alors, Jean Bizet, vous avez des questions à poser, des précisions à demander aux représentants du Rassemblement national. Absolument. Je ne vous entends plus, enfin pas vous-même, Monsieur Chenu, mais votre parti politique. Vous ne parlez plus de la sortie de l'euro, vous ne parlez plus de la sortie de l'Union européenne, vous ne parlez plus, si je puis dire, ou vous ne parlez pas de Brexit.
Vous ne parlez pas du dossier sur l'extraterritorialité des lois américaines, sur les investissements directs étrangers. On ne vous entend plus. J'aimerais comprendre. Alors, je pense que d'abord, vous ne prêtez peut-être pas attention à notre discours, mais puisque je suis invité ici, je vais pouvoir en parler. Et surtout, la campagne qui s'ouvre va pouvoir nous permettre de parler d'Europe et de parler de ce que je crois être une certaine forme de gâchis. Nous sommes Européens, par construction, par civilisation, par entité personnelle, nous sommes Européens. Mais oui, nous combattons ce système politique parce que nous considérons qu'il est en échec. On ne le combat pas pour le plaisir. Nous considérons que ce système politique est en échec. Mais il ne vous a pas échappé que la situation a un petit peu évolué ces dernières années. L'arrivée d'un certain nombre de nos amis au pouvoir dans des coalitions, je pense à l'Autriche par exemple, ou je pense à l'Italie avec Matteo Salvini, change un peu la donne. Et change. Hongrie aussi. Oui, pareillement. Change un peu la donne et je crois nous permet d'envisager demain une construction de l'Union européenne qui soit très différente. Donc non plus d'en sortir avec fracas, mais peut-être de l'intérieur pour la première fois de la changer. Parce que, voyez-vous, si nous envoyons une majorité ou un grand nombre de députés eurosceptiques, eurocombatifs, souverainistes, appelez-les comme vous souhaitez, mais qui ne sont pas d'accord avec ce schéma européen, alors tout change et tout devient possible. Si demain, le gouvernement italien, je termine mon propos, Monsieur le Président, si demain le gouvernement italien et le gouvernement hongrois, et ils le feront, désignent ou proposent des commissaires européens de leur nationalité, mais qui répondent à la volonté politique de ces États, qui n'est plus la même volonté politique, la même sensibilité politique que précédemment, alors les choses vont être particulièrement différentes. Et alors, tout est possible, je crois. Mais vous avez quand même vu que dans cette construction européenne, vous avez souligné, vous avez parlé de l'Italie, vous voyez très bien qu'entre les annonces faites par le mouvement 5 étoiles, qui étaient absolument irréalistes, au bout de quelques 3-4 semaines, eh bien, on en revient à beaucoup plus de rationalité et que tout doucement, le projet de budget avec un déficit de 2,4, eh bien, il va se terminer en dessous de 2. Quand on a une monnaie commune, on a des responsabilités communes et tout doucement, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus cohérent. Vous voyez très bien, si je puis dire, que la construction européenne s'avère être, dans la conjoncture et dans ce monde aussi turbulent et difficile, la bonne réponse à la situation. Je n'ai pas le sentiment, si vous voulez, que vous avez toujours eu cette approche, et ce n'est pas un échec. Si vous voulez, quand on voit un petit peu comment... C'est vrai que l'Europe, c'est le temps long, mais tout doucement, regardez également le travail de Michel Barnier, qui a non seulement réussi à maintenir l'unité des 27, mais qui a fait comprendre que nous étions tous, à 27, les copropriétaires du premier marché économique mondial. Alors c'est vrai, ça demande du temps, ça demande beaucoup d'explications, mais je ne vous ai pas vu jusqu'à maintenant dans un esprit ou dans une posture constructive sur ce point-là. Monsieur le Président ne m'en voulait pas de vous dire que ça fait 30 ans que j'entends cette chanson. 30 ans qu'on nous dit « ça ira mieux demain ». Sur l'immigration, ça ira mieux demain. Sur la croissance, la zone euro est la plus faible du monde. En 2015, il y avait à peu près 2 millions d'immigrés illégaux. Il n'y en a plus que 250 à 300 000. Vous pouvez considérer que la situation va bien concernant l'immigration. Ça s'améliore. Je considère qu'elle s'est empirée. Vous nous avez dit pendant 30 ans, il faut plus d'Europe et il y aura plus de croissance. La zone euro est la plus faible en termes de croissance. Vous nous avez raconté beaucoup de choses pendant 30 ans en nous disant qu'il faut plus d'Europe et on s'aperçoit que finalement les peuples partout se réveillent pour demander moins de cette Europe-là. Ce qu'on veut, ce sont des nations qui coopèrent, j'allais dire, à la carte, de façon libre, de façon indépendante, sans être obligés de répondre à une sorte de diktat quasiment carcéral qui fait que lorsqu'on est prisonnier du dogme des 3% de déficit, eh bien on se prend... On s'en écarte alors. Vous êtes satisfait parce que Jean Bizet s'inquiète et Bruno Kettel va réagir là-dessus. C'est le problème du gouvernement qui montre que ce dogme, il n'est pas tenable. Et juste sur Matteo Salvini et les Italiens, pour rebondir sur ce que vous avez dit. Les Italiens font de mémoire 6 milliards d'économies et vont maintenir leurs grands dispositifs, leurs grandes propositions de réforme aux Italiens. Matteo Salvini a un taux de popularité, je crois, dans le pays de 60 à 70%. Absolument. Mais je crois nous pouvons dire... Le taux, je dirais, d'emprunt entre l'Allemagne et l'Italie, il est aujourd'hui, le spread est aux alentours de 300 points.
Dès que M. Salvini augmente un petit peu ses prétentions d'augmenter le budget, le spread augmente. Si vous voulez, il y a énormément de cohérence en la matière. M. Salvini a pris le dessus du mouvement des 5 étoiles, c'est bien le drame, mais à mon avis... Vous auriez préféré l'inverse ? Non, ni l'un ni l'autre. Très honnêtement, ni l'un C'est bien le problème des Républicains, c'est que c'est toujours... C'est pas en même temps comme En Marche, c'est ni l'un ni l'autre. Est-ce que vous êtes alarmé par justement la poussée des forces populistes en Europe ? Oui, bien sûr. Hein ? Ben bien sûr, parce qu'il est derrière vous les voyez tout cela. triompher, vous, au mois de mai ? Tout est possible, si vous voulez, tout est possible, parce que nos concitoyens sont fatigués, sont inquiets, sont crispés, ils peuvent voter avec leurs pieds, tout est possible. Bruno Kettel. Oui, un petit point en complément du sénateur Bizet, du président. On met 195 milliards d'euros pour équilibrer le budget en emprunt, le budget 2019. La dette de la France, c'est 2900 euros par seconde. Quelle est votre conception de la dette et comment vous entendez, un jour éventuellement au pouvoir, résorber celle-ci ? Vous savez, la dette, elle n'est pas de notre fait, j'allais dire. Nous en héritons et vous en êtes les artisans. Alors que vous nous demandiez... si. Ils sont un peu héritiers quand même. On est un petit peu héritiers. Oui, mais enfin, vous avez aussi un engagement, chers collègues, auparavant, vous avez soutenu des gens... Essayez de répondre à la question qui vous est posée, regardez devant vous et pas derrière. Voilà, c'est bien pour ça que je les ai quittés d'ailleurs. C'est bien pour ça que je les ai quittés, parce que moi je n'ai pas voulu continuer dans cette Europe carcérale. On va dire, Sur la dette, nos États sont endettés. Mais nous, ce que nous souhaitons, vous savez, c'est que les banques, c'est que ce qu'on appelle le private easing, pardonnez-moi pour cet anglais qui est un peu approximatif, eh bien permettent de reprendre la dette des pays qui sont très endettés. Or, pour cela, il faut que les banques centrales soient indépendantes, qu'elles puissent le faire, qu'elles puissent financer la dette de leur pays. Et tout le problème européenne ne serait pas indépendante. Mais aujourd'hui, elles sont soumises à un diktat. Et je pense que c'est là le problème. C'est une grande surprise d'apprendre ce soir que la Banque centrale européenne à un dictat. Ne serait pas indépendante. Et elles le sont de plus en plus. Mario Draghi va être absolument ravi de cette information. Je pense qu'il en est non seulement l'artisan, mais il n'est surtout pas la victime de tout cela. Non, mais vous voyez bien, si vous voulez, que je ne dis pas que l'Europe est parfaite. Ce serait dommage de le dire. Non, mais j'ai l'honnêteté intellectuelle de le dire. Mais aujourd'hui, si vous voulez, c'est la meilleure construction et la meilleure réponse possible dans ce monde incertain. Le problème, vous estimez que notre invité en fait le bouc émissaire, si je comprends bien Jean Bizet. Mais c'est pas la première fois. C'est la supériorité du droit européen sur les droits nationaux. Oui, c'est le problème. Alors, quand on réduit le champ de ce droit européen, où on fait en sorte que le droit national prime sur le droit européen. Et ça, c'est quelque chose... Ça ne peut pas fonctionner. Mais si, ça peut fonctionner. Mais si, ça peut fonctionner. Dans un autre schéma. Mais d'accord, parce que vous raisonnez dans ce schéma-là, Monsieur le Président. Parce que vous raisonnez dans ce schéma-là qui est en échec. Tant que vous raisonnez sur un schéma qui est en échec, évidemment, les solutions que vous nous proposez, vous allez me dire, elles ne peuvent pas fonctionner. Parce que nous ne raisonnons pas les uns et les autres dans le même schéma. Nous vous proposons un autre schéma. Vous nous proposez de continuer avec le même. Et moi, je vous dis que la supériorité du droit européen sur le droit français est un scandale. Je quitte un débat tout à l'heure, débat postérieur au Conseil européen avec la ministre, Madame Loiseau. Je lui ai proposé que sur une des grandes politiques de l'Europe, qui est la politique agricole commune, nous sortions, je dirais, d'un débat purement budgétaire, qui va être un petit peu difficile, pour dire attention, il faut qu'on change d'approche en ce qui concerne l'approche agricole et l'approche de l'autorité de la concurrence. Ce qu'a fait l'autorité de la concurrence il y a une cinquantaine d'années n'est plus adapté à ce monde d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, je dis que nous avons des améliorations et des corrections à faire en Europe. De toute façon, Brexit ou pas Brexit, il nous faudra réenchanter l'Europe. Voilà, donc, et des réformes aussi. Alors, on va changer de sujet, on a beaucoup parlé de l'Europe. Monsieur Kettel, vous vouliez intervenir sur le plan pauvreté, vous avez une question précise. M. Kettel n'a toujours pas eu sa réponse première, sur lequel M. Chenu a dérivé en parlant des petits poussins. Non, mais sur la défense des intérêts, je vous ai dit, moi je considère que, grosso modo, les députés En Marche défendent des intérêts et non pas des idées. Ils nous le démontrent dans tous les choix budgétaires qu'ils font. Kettel, le plan pauvreté, et puis l'allocation unique qui nous a été présentée comme une perspective. Voilà, le revenu universel d'activité. Il reste une minute. Un élément fondamental, essentiel de mon point de vue du plan pauvreté. On change complètement la logique. Il y a aujourd'hui plusieurs dizaines d'allocations sociales diverses et variées. Là, c'est une allocation unique, un guichet unique, un parcours unique, un profil unique et un engagement demandé à chaque citoyenne et citoyen qui bénéficierait de fonds publics pour se réinsérer. Pour ou contre? Si contre, pourquoi? J'y suis
assez hostile sur le principe pour peut-être 2 raisons de fond. D'abord, j'ai le sentiment que les pays qui l'ont, il y a des pays du Nord qui l'ont ébauché, ça n'a pas été satisfaisant. Donc je n'ai pas d'exemple me venant à l'esprit immédiatement de succès de ceci. Et puis je crois que par rapport à l'idée qu'on se fait de la valeur travail, eh bien je pense que ça peut entrer en opposition avec l'idée qu'on peut se faire de la valeur travail, c'est-à-dire cette allocation unique, si je vous comprends bien, elle serait donnée à tout le monde, y compris les gens qui travaillent. Donc mais non. Bon, alors c'est en débat. Alors voilà, alors je vais dire, alors du coup, quelles seraient les contreparties? Il y a des obligations. Obligation de s'engager, Donc, vous voyez, à se former, à se réorienter et à travailler. Ouais. Moi, je vais vous dire, je pense que... non, c'est pas le revenu universel de Benoît Hamon. On soit bien d'accord. Il y a quelque chose qui... Je ne suis pas séduit d'emblée parce que je n'ai pas d'exemple qui fonctionne. Mais j'ai vous avez entendu, il va voter les mesures... Les premières mesures. À partir du moment où les Français peuvent gratter quelque chose, je les voterai. Mais la fraude... pas moi. Justement, tiens, c'est intéressant. Vous n'avez pas voté vos mesures? Non. Vos mesures. Non, je parle de vos mesures. À partir du moment où les Français pourraient gratter quelque chose... Peuvent récupérer l'argent. C'est pas comme ça que je conçois le mandat parlementaire qui consiste juste à gratter quelque chose pour les Françaises et les Français. Parce que c'est difficile. Vous avez voté contre les heures supplémentaires défiscalisées que nous avions proposées. Et là, vous allez voter pour. Vous trouvez ça cohérent, chers collègues? On va y revenir tout à l'heure. Voilà. Merci. Merci, messieurs les 2 parlementaires, d'avoir accepté ce débat avec M. Chenu. Nous vous libérons, car maintenant c'est l'heure de la 3e partie d'audition publique avec nos 2 consoeurs qui arrivent. Voilà, merci messieurs, au revoir, bonsoir mesdames. Le temps qu'elle s'installe, une question d'un internaute du Figaro qui a besoin d'une précision, Sébastien Chenu, mais alors pas de trop de développement quand même. On vous demande, la France, donc aujourd'hui en Europe, est-ce que vous êtes pour le Frexit, oui ou non? Est-ce que vous êtes pour ou non, oui ou non, la sortie de l'euro? Alors soyons là, le Frexit, non. Non, je ne suis pas pour le Frexit. Je souhaite qu'on change l'Europe de l'intérieur. C'est ce qu'on a fait, ce sont nos propositions. Et je souhaite par contre que les Britanniques, on puisse les accompagner plutôt qu'essayer de les bloquer. Je vois une Europe qui essaye qui transforme le Brexit en chemin de croix pour les Britanniques. Je pense que c'est la faute de l'Europe, c'est pas plutôt la Grande-Bretagne et la majorité actuelle qui s'est mis dans l'impasse. L'Europe doit respecter, l'Union européenne doit respecter le choix des Britanniques. D'accord. Ça ne sert à rien d'essayer de leur compliquer. En Grande-Bretagne, on parle éventuellement d'un nouveau vote. Vous avez vu. Mais c'est leur problème. Alors, et l'euro, on le garde. Ah non, mais l'euro, ça vient. Depuis la présidentielle, c'est clair. L'euro, c'est un outil. On en débattra à partir du moment où on aura retrouvé des frontières et des lois. Alors, avec nous, donc, Brigitte Boucher et Oriane Mancini. Bonsoir. Qui pose la première question? C'est Oriane. On va parler terrorisme, Monsieur Chenu. L'attentat sur le marché de Noël à Strasbourg la semaine dernière a fait 5 morts. Marine Le Pen au pouvoir. Est-ce que vous pensez que cet attentat aurait pu être évité? Je pense que beaucoup d'attentats pourraient être évités avec Marine Le Pen au pouvoir pour 2 raisons. La première, parce qu'il y a une volonté de s'attaquer au terrorisme islamiste. Je note d'abord que le pouvoir en place a eu beaucoup de mal à prononcer ce mot de terroriste islamiste. J'étais à l'Assemblée lorsque le Premier ministre en a parlé. C'est dur de dire terroriste islamiste, et bien pourtant, c'est pourtant la réalité. Et puis, il n'y a pas de volonté et il n'y a pas de moyens. Alors si vous voulez, ça fait un peu léger, parce qu'il y a eu combien de mosquées radicalisées fermées? 4. Depuis un certain nombre d'années, depuis François Hollande, 4. Combien d'associations culturelles qui sont les faunées d'un islamisme rampant à qui on aurait coupé des subventions? Combien de clubs sportifs, ça a été mis sur la table dernièrement, qui sont vérolés par l'islamisme, ont été fermés? Il n'y a pas de volonté politique de s'attaquer au fondement de l'islamisme. Il n'y a pas de moyens sur le terrain. Les forces de l'ordre qui sont épuisées ont des heures supplémentaires qui ne seront jamais payées, mais elles ne sont pas assez nombreuses. On n'est même pas revenu au niveau de Nicolas Sarkozy, qui en avait supprimé 50 000 à l'époque. Donc par conséquent, oui, je pense... oui, 10 000. Mais 10 000, vous voyez où on en est. Je pense que oui. Et au moment où nos services sont débordés par la surveillance des fichiers S, Christophe Castaner s'apprête peut-être à faire revenir 350 djihadistes. Alors les fichiers S, justement, on en marche parle. Sur la tête, je pense. Les fichiers S étrangers, vous souhaitez les expulser. Quand on prend par exemple le Bataclan, en novembre 2015, les 3 terroristes du Bataclan étaient français. Est-ce que finalement, ça permettrait de résoudre le problème du terrorisme? Trois réponses. Et il y en a non, mais sur ce cas de figure et sur les autres. Un fichier S étranger doit être expulsé. Un fichier S binational doit être déchu de sa nationalité. J'arrive. Ouais, et donc être expulsé. Un fichier S français doit pouvoir subir l'article 411.4 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire être traduit devant les tribunaux.
parce qu'il fait preuve d'intelligence avec l'ennemi. Voilà exactement ce qu'on appliquerait, ce qui répond aussi, je crois, madame, à votre question. Si Marine Le Pen était au pouvoir, est-ce que nous pourrions faire reculer les attentats? En quoi, finalement? En quoi, puisqu'ils sont français? Parce que nous appliquerions un certain nombre de dispositions qui permettraient d'éloigner ces gens ou de les enfermer, qui existent déjà. Article 404 qui n'est pas utilisé, on se demande bien pourquoi, ou de les éloigner, de les expulser. L'article 404, c'est en matière d'espionnage. C'est pour ça qu'il n'est pas utilisé en matière de djihadisme et de terrorisme. Et bien que ce soit les parlementaires qui s'en saisissent, s'il faut ouvrir, etc. Mais vous savez que la fiche S, ce n'est pas un instrument judiciaire. Bien sûr, d'accord. C'est une fiche de sûreté, c'est des renseignements. Ça, j'allais dire, c'est de la tuyauterie, voyez-vous. Si on veut utiliser la fiche S pour pouvoir surveiller un certain nombre de personnes, c'est un outil intéressant, mais si on n'a pas la volonté politique, une fois qu'on a étudié ces profils, et de se dire que ces gens, écoutez, ce type qui a eu 27 condamnations à 29 ans, et qui n'était pas français, qu'est-ce qu'il fout encore sur le territoire français? Enfin, je veux dire, c'est uniquement du bon sens. Quand on a été condamné 27 fois, qu'est-ce qu'on fout sur le territoire français? Aucune condamnation pour terrorisme, pour quand on est condamné 27 fois, il avait la nationalité française. Eh bien, il aurait dû être justement traduit devant les tribunaux pour intelligence avec l'ennemi, puisqu'il était fiché. C'est bien l'exemple dont je vous parle. Et il avait 27 condamnations. Mais comment vous luttez contre ce type de profil qui est un délinquant, condamné pour délinquance, pas pour des cas de radicalisation? C'est un délinquant radicalisé. Comment on lutte contre ce type de profil? Pour radicalisation. Eh bien, je vous le dis, je vous ai donné cet exemple. On ferme les mosquées salafistes. Ces gens-là fréquentent un certain nombre d'endroits dans lesquels la haine de la France est appelée, est répandue chaque semaine. Dans les prisons on ferme aussi ces endroits-là. Dans les prisons, on se radicalise souvent en prison. Dans les prisons, on isole les gens-là. On revient sur le droit du sol. Est-ce qu'on a les moyens d'isoler ces gens-là? Mais il faut s'en donner les moyens, je vous l'ai dit. C'est une question de volonté et de moyens. Il n'y a ni l'un ni l'autre avec nous. Et je crois que les Français nous en font crédit. Nous avons la volonté et les moyens. Le nombre de places de prison que nous proposons est largement supérieur à ce que le gouvernement propose. En fait, le gouvernement, 40 000 places de prison. Voilà, le gouvernement, je veux dire, vide un océan avec une cuillère. Oui, mais le gouvernement vide un océan avec une cuillère à café percée. Tant qu'on en sera là, on pourra pleurer, faire des chansons et des défilés. Il y a eu 16 lois antiterroristes en 30 ans à peu près. Est-ce qu'il faut à nouveau légiférer ou est-ce que la loi actuelle est suffisante pour vous? Il y a des lois, je vous ai parlé du Code de procédure pénale, il y a des lois qui existent. Elles peuvent être peut-être améliorées, mais elles existent, utilisons-les. Et puis il y a des lois qu'il faut changer. Moi j'ai parlé du droit du sol. Et je vais vous raconter ça. On a proposé à l'Assemblée nationale, parce que nous sommes des gens qui cherchons à trouver des solutions, nous avons proposé qu'on revienne sur le droit du sol. Les Républicains, c'est dans leur programme, dans le programme de M. Wauquiez, depuis pas très longtemps, mais c'est dans leur programme. Ils n'ont pas voté, ils sont partis, ils n'ont pas voté ou ils ont voté contre ce qui était en séance. Donc, si vous voulez, il y a une incohérence totale, il y a une incapacité dans cette classe politique qui est aux affaires depuis 30 ans à s'armer de courage pour comprendre que nous sommes en guerre. C'est une guerre que nous livrons, même Gérard Collomb le reconnaissait, il y a des quartiers qui sont vérolés, la police n'entre plus, il faut soutenir nos forces de l'ordre, donner des moyens aussi juridiques aux forces de l'ordre, le principe de légitime défense, etc., etc. Nous avons un arsenal qui est disponible, il faut l'utiliser. Vous dites qu'il y a un arsenal qui est disponible, il y a des textes de loi qui s'appliquent et il y a des textes qui s'appliquent notamment pour les détenus qui sont libérables et notamment des détenus qui ont été condamnés pour terrorisme. Il y en a un certain nombre qui s'apprêtent à sortir, on nous en parle régulièrement. Que faut-il faire avec eux selon vous? Eh bien, il faut un suivi C'est ce qui est prévu. Un suivi à 100%. Oui, mais moi, je n'ai pas confiance dans ce gouvernement. La ministre de la Justice oui, mais je n'ai pas confiance dans ce gouvernement parce que ce sont des laxistes. Parce que lorsque je vois Mme Belloubet nous faire voter la semaine dernière un projet de loi justice dans lequel le tout sauf la prison est privilégié, je n'ai pas confiance dans ce gouvernement. Je considère qu'il ne donne pas les moyens qu'on les surveille. Je vous ai donné un exemple très précis. Nous avons beaucoup de fichesses dans ce pays. D'ailleurs, le débat sur le chiffre est toujours ouvert. Et puis, on s'apprête peut-être à en libérer d'autres, mais en faire venir d'autres qui ont combattu pour le djihad. Donc, tant qu'on ne focalisera pas nos forces et qu'on ne mettra pas les moyens en face, nous aurons ce type de problème. Donc il faut des moyens, il faut une volonté. Le gouvernement n'a ni l'un ni l'autre, y compris sur celles et ceux en particulier, qui vont sortir de prison. Est-ce que vous défendez la rétention de sûreté, par exemple, pour ces radicalisés qui doivent sortir à la fin de l'année ou à la fin de l'année prochaine? Je pense que c'est intéressant à regarder. Oui, je pense que c'est intéressant de regarder ça, la rétention de sûreté. Je pense qu'on peut se pencher là-dessus. Alors vous avez donc là beaucoup parlé du djihadisme. Le grand spécialiste du monde arabe, Gilles Kepel, qui suit les sites djihadistes qui sont encore en fonction, notamment en Syrie, explique qu'en fait il a constaté que les djihadistes se réjouissent du climat de chaos qui a été créé dans le pays par les gilets jaunes. Est-ce que cela vous alarme? Est-ce qu'il y a une responsabilité à prendre en compte chez les gilets jaunes? On ne va quand même pas faire porter aux gilets jaunes
sur le dos la responsabilité. Quand vous voyez les sites djihadistes qui se réjouissent de la situation sociale dans le pays, les seuls qui soient responsables de la situation de ce pays, ce sont ceux qui nous gouvernent. Les Gilets jaunes, alors on les a décrédibilisés, on les a diabolisés. Maintenant, on va sous-entendre, on les a. Ils sont apparemment encouragés par certains sites djihadistes. C'est ce qu'a dit Gilles Kepel. Est-ce qu'on peut simplement revenir sur terre et se dire que ceux qui ont la responsabilité, c'est ce gouvernement qui vient de signer le pacte de Marrakech, qui va permettre encore l'arrivée d'immigrés et d'une immigration galopante dans notre pays? Non, les seules personnes responsables de la situation de ce pays, ce sont ceux qui nous gouvernent. Vous savez très bien, le pacte de Marrakech va permettre l'arrivée d'une immigration galopante, comme vous dites. Vous savez très bien qu'il est non contraignant. Ah, mais ça, c'est le grand argument qu'on nous donne. Eh bien, c'est faux. Mais c'est écrit c'est blanc, c'est écrit. Oui, mais le présent pacte mondial établit un cadre de coopération juridiquement non contraignant et réaffirme le droit souverain des États de définir leur politique migratoire nationale. Alors, deux réponses. Pourquoi d'abord, si c'était un petit pacte bien gentil, on n'en ferait pas un traité qui passerait devant le Parlement? Est-ce qu'on ne le mettrait pas en débat? Pourquoi est-ce que débat au Parlement bien sûr sur l'immigration, bien entendu. Pourquoi est-ce que des États comme Israël, l'Autriche, les États-Unis, qui sont toutes de grandes démocraties, ont-ils refusé de signer ce pacte s'il n'y avait aucune contrainte? Non, bien sûr. Les premières phrases de ce pacte, c'est les États s'engagent à faciliter les migrations et ordonner et réguler. Oui, il y a un engagement là-dedans. Et ceci va devenir un droit opposable au final, parce que j'ai la liste des objectifs. Assurer l'accès aux migrants des services de base. Les pays gardent leur souveraineté. Souveraineté nationale. Laissez-moi vous lire les objectifs. Assurer l'accès. On l'a aussi, on l'a avec nous. Mais bien sûr, assurer l'accès aux migrants des services de base, les minima sociaux, le logement, etc. Éliminer toute forme de discrimination, c'est-à-dire pas de préférence nationale. On n'a plus le droit d'en parler. Et puis j'en ai un pour vous, les médias en dernier lieu. Et puis le mécanisme de portabilité des droits de sécurité sociale. Et le dernier, que si on le décide au niveau national. Et le dernier qui est pour vous, éduquer les médias. Éduquer les médias. Vous allez vous faire donc éduquer à dire que l'immigration est quelque chose de bien. Eh bien, vous n'aurez pas beaucoup d'efforts à faire si je vous entends. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'agiter les peurs aussi avec ce pacte? Ah non, je n'agite pas les peurs. Vous savez, ce pacte, il nous dégringole de haut. S'il n'y avait pas de problème, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de débat? Non, moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, ce pacte va permettre qu'il n'y ait plus aucune distinction entre l'immigration légale et l'immigration illégale. Voilà ce qu'on veut faire. Voilà ce que les gouvernements qui ont cette idéologie immigrationniste, Emmanuel Macron l'a, évidemment, il la porte, il est soumis à cette idéologie, vont faire de notre pays. Alors Emmanuel Macron, il s'est exprimé sur la question de l'immigration, on en parlait tout à l'heure lors de l'annonce du grand débat, il a évoqué les attentes et les inquiétudes des Français à ce sujet. Donc c'est un sujet qu'il prend en main. Oui, bien sûr, Emmanuel Macron, il est fort pour faire des constats. On attend autre chose d'un président de la République, on attend qu'il protège les Français. Il nous a montré qu'il n'était pas capable de les protéger socialement, il n'est pas capable de les protéger face aux dangers sécuritaires qui pèsent sur nous. Emmanuel Macron nous dit, je prends conscience de l'immigration. Une parenthèse, M. Chenu, pour dire que depuis le début de l'année, je ne connais pas le chiffre exact, mais il y a beaucoup d'attentats qui ont été déjoués, vous le savez. Et heureusement, il faut s'en féliciter. 6 attentats déjoués. Mais moi, je vais vous donner d'autres exemples. Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, 9 août 2017, à Levallois-Perret, l'auteur est algérien. Le 1er octobre, à la gare Saint-Charles de Marseille, un clandestin tunisien tue 2 jeunes filles. Le 23 mars 2018, Carcassonne-Trèbes, 5 morts. C'est un fiché S franco-marocain. Le 12 mai 2018, à Paris, un Tchétchène, fiché S. Bon, il en faut encore d'autres, il en faut beaucoup pour qu'on se dise qu'il faut changer de... Mais heureusement, madame, qu'il y a plus d'attentats déjoués. Oui, heureusement qu'on a des forces de renseignement qui sont extraordinaires. Mais heureusement, qu'est-ce que ce serait? Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que l'immigration dans le débat, là, à cause des élections européennes, finalement. Mais nous la mettons depuis toujours, et pour toujours, tant que cette politique immigrationniste sera suivie, continuera, sera la même, posera une quantité de problèmes, nous la mettrons toujours dans le débat parce qu'elle fait partie des problématiques. Et parce que ça vous arrange électoralement aussi, non? Non, mais parce que c'est un problème que vivent les Français. Mais c'est toujours ça nous arrange pas électoralement. Mais bien sûr que le communautarisme, c'est un problème. Bien sûr que des quartiers dans lesquels on ne peut pas rentrer, c'est un problème. L'immigration n'est pas égale à communautarisme. Ah mais parce que l'immigration, au niveau où nous en sommes, produit du communautarisme. C'est une évidence. Enfin, toutes les études l'expliquent. Donc on peut avoir deux chemins dans la vie. Hein, vous savez, continuer à accueillir. On accueille 250 000 immigrés légaux et 300 000 immigrés illégaux par an sur notre territoire. Ces chiffres sont ceux de Gérard Collomb. Et puis avoir la volonté de réduire au maximum cette immigration illégale et légale. C'est notre proposition. C'était ma question. Réduire au minimum cette immigration, combien?
Au minimum. Alors, vous avez un Non, mais chiffre. au minimum, pourquoi donner des chiffres? Vous savez, je me souviens de Pour vous, Nicolas l'idéal, ce Sarkozy. serait 0. Pour nous, non, mais il n'y aura jamais d'immigration zéro en tant que telle. Il y a Donc. des étudiants, il y a des gens qui viennent et il y a des gens qui sont en droit de venir. Mais ce qu'on souhaite, c'est la plus basse immigration possible, évidemment. On a vu trop se fracasser sur le mur des chiffres des gens comme Nicolas Sarkozy et leur plafond d'immigrés, etc., et leur quota d'immigrés. Moi, je crois que tout ça ne fonctionne pas. Il faut se donner des objectifs, une immigration la plus proche de zéro. Est-ce que le climat actuel, cette crise sociale, économique, politique, finalement, ça va changer la nature de l'élection européenne à venir? Est-ce que vous allez en faire un référendum pro ou anti-Macron? De fait, les électeurs vont se prononcer en faveur de deux chemins politiques. Celui qui est porté depuis 18 mois par La République En Marche, par Emmanuel Macron, et qui... Vous le qualifiez comment? De mondialiste, ultralibéraliste et laxiste. Et puis la proposition, l'offre politique républicaine que nous faisons, c'est-à-dire dans laquelle les nations sont libres, indépendantes, coopèrent entre elles de façon libre, dans laquelle nous avons décidé de protéger l'identité de la France, ces grands équilibres. Donc le choix, c'est Emmanuel Macron ou Marine Le Pen? Je crois, en tout cas le président de la République l'a installé comme tel, et je crois qu'entre les deux, il n'y a pas grand-chose qui existe comme autre chemin. Deux chemins existent. D'habitude, on nous disait qu'il n'y avait plus qu'une politique à suivre, celle qui a été menée depuis 30 ans. Aujourd'hui, on dit aux Français, il y a une autre possibilité de choix, et cette possibilité, d'autres peuples l'ont choisie, et en plus, elle fonctionne. Vous pensez que vous allez sortir vainqueur de ce duel? Nous allons tout faire pour. Alors, il y a une autre liste, celle de Nicolas Dupont-Aignan, crédité à 6-7% dans les sondages. Il est à peu près sur votre ligne. Est-ce que vous regrettez qu'il soit parti seul? Bien sûr, j'aurais préféré que Nicolas Dupont-Aignan fasse le chemin avec nous. Je note qu'à chaque fois que les Républicains perdent un point dernièrement, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui les récupère. Donc je pense que ça peut être utile, puisque Nicolas Dupont-Aignan nous a dit « nous nous retrouverons pour siéger ensemble ». Donc vous serez dans le même groupe au Parlement européen si vous êtes c'est ce que élu. Nicolas Dupont-Aignan a indiqué. Donc évidemment, s'il a des députés pour la première fois élus sous ses couleurs, eh bien nous les accueillerons volontiers. Vous travaillez à la constitution de ce groupe? Avec qui? Avec quel parti européen? Nous avons pas mal d'alliés aujourd'hui et je pense que nous avons un nouvel allié espagnol. Vous avez pu vous en rendre compte dernièrement. Nous avons des alliés dans tous les pays, en Allemagne, en Autriche, en Italie évidemment, dans tous les pays d'Europe aujourd'hui. Ce qui nous amène à dire que non seulement nous ne sommes plus seuls, mais que la majorité peut basculer. Mais vous êtes divisés, et tous ces partis sont divisés. Non, nous avons un une seul plateforme. exemple sur l'immigration, par exemple. L'Italie demande, par exemple, une plus grande, vous êtes d'accord, une plus grande solidarité européenne pour accueillir notamment les réfugiés. Ne vous inquiétez pas. La Hongrie dit non. Ne vous inquiétez pas. Là, c'est un exemple de division manifeste. Nous avons une plateforme qui va être mais là, présentée. sur ce point-là. Non, mais ne vous inquiétez pas. Nous avons une plateforme qui va être présentée dans laquelle les pays diront ce sur quoi ils s'entendent, nos partenaires ce sur quoi ils s'entendent. Pour le reste, les nations sont libres et Et indépendantes. quand certains de vos alliés dirigent des pays où l'État de droit est mis en difficulté, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous pensez à quoi? Je pense à la Hongrie, par exemple. Eh bien, moi, je vais vous dire, je ne donne pas de leçons à partir du moment où, en France... Non, mais vous pouvez tirer des conclusions, des Ah oui, conséquences. lesquelles? Je ne sais pas. Non, écoutez, moi je ne donne pas de leçons aux États à partir du moment où dans mon propre pays, on n'a pas la proportionnelle, on muselle l'opposition, on va faire reculer encore les droits des députés à l'Assemblée nationale, alors je ne donne pas de leçons Non, mais aux là, pays... ce sont pas comparez des- l'état de droit en vous France et vous l'état de comparez droit la en Hongrie. situation en Hongrie et à la France. vous me parlez de démocratie. Je parle des entorses à l'État de Mais droit. lesquelles entorses? Écoutez, non, la mais presse mise en cause. La presse mise en cause, moi je la mets en la cause aussi, la justice presse. qui est mise sous Eh tutelle. bien, Ça, je pense que la ce sont justice, des entorses à l'État de droit. je pense que ce qui se passe en France devrait nous interroger. Je pense que, bien sûr, les collusions entre la justice et un certain nombre Mais on n'est plus dans un état de de facteurs droit. politiques, je pense qu'on dévie avec Emmanuel Macron de plus en plus non seulement d'un état de droit, mais on s'éloigne de ce que peut être la démocratie. Ah bon? Attendez, vous allez parler de dictature, non? Non, on s'éloigne de ce que peut être la démocratie. Quand il n'y a pas la proportionnelle dans un pays, quand personne ne peut être représenté, quand on empêche c'est un au mode principal électoral. parti, laissez-moi, quand on empêche au principal parti d'opposition d'avoir une banque, on nous a empêché pendant 6 à 8 mois d'avoir accès au crédit bancaire. Ça a été une des Principal premières parti mesures d'Emmanuel d'opposition. Macron dans sa moralisation. Non, et la Banque pour la démocratie, on en est où? La Banque pour la démocratie, on en est où? Quand on court après un parti politique Ce sont d'opposition les pour lui banques faire qui vous ne prêtent mettre pas. un Est-ce genou que à terre, ce sont les banques qui ne prêtent pas? non, l'État peut avoir, et vous le savez très bien, peut avoir une influence sur un certain nombre de banques, et la Banque de la démocratie devait permettre en tous les cas... C'était une idée de François Bayrou. C'était une idée de François Bayrou. Non, assumé par Emmanuel Macron. Oui. Tout ça a été enterré. Donc quand on essaye de faire taire l'opposition par d'autres voies que les urnes, alors on s'éloigne de la démocratie. Est-ce qu'en Europe, il pourrait y avoir des alliances de circonstances sur certains votes, sur certains textes, avec la France insoumise, par exemple? Écoutez, nous avons déjà voté à l'Assemblée nationale des propositions de la France Insoumise, du PS, des Républicains, Vous avez voté la motion nous ne de sommes pas, censure, d'ailleurs. nous ne sommes pas des gens sectaires. Ce qui importe, ce n'est pas l'émetteur, c'est le message. D'accord, mais D'accord, comme donc en il peut y Italie, avoir du coup, il pourrait y avoir une alliance, vous pensez, en France? Non, on Non n'est pas du tout là. Vous savez, le problème de la France Insoumise, c'est qu'ils ont un problème avec l'immigration. Eux, ils sont favorables à l'accueil en toutes circonstances. Bon, ça nous sépare.
Un mot rapidement sur votre tête de liste. Vous nous confirmez que ça sera Jordan Bardella? Je ne vous confirme pas, c'est Marine Le Pen qui vous confirmera ça. Bon, on attendra qu'elle revienne nous voir alors. Hein. Je voulais vous demander quand même pour conclure. Mais juste un mot sur les européennes, pardon. Sur la liste, non, on a fini, sur la on a liste, fini, on n'a plus le temps. J'ai toutes une les question. composantes de l'outre-mer seront présentes Très sur bien, notre bravo. liste. Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes pour la PMA pour toutes, vous? Ah non, moi je ne suis pas trop favorable à ça, pour des raisons qui font que je pense que la capacité à connaître son ascendance est importante et que ça ne peut pas se réduire à un choix d'adultes qui veulent un enfant. Ce n'est pas la question de la parentalité. Un couple homo peut très bien élever un enfant. Je vous pose la question notamment parce que je connais votre parcours politique, vous avez été l'un des j'ai défendu le mariage, de etc. Gay Libre. Bien sûr. Alors, et donc je pense que ce n'est pas la question de la parentalité. donc vous êtes contre mais la je PMA pense que pour toutes, vous savez, en nom de l'égalité des pendant femmes. longtemps, on nous a dit il faut avoir accès à ses origines. Eh ben, moi je crois que oui, il faut pouvoir avoir accès à ses origines. C'est la fin de cette émission. Merci Sébastien Chenu, merci mesdames d'avoir été avec nous et merci d'avoir suivi cette émission. La prochaine fois, on accueillera donc ce sera en 2019, on accueillera Marine Le Pen, elle sera là ce jour-là. Merci, en tous les cas, vous l'avez remplacée. Merci à tous, passez d'excellentes fêtes puisqu'on se retrouvera maintenant l'année prochaine.